Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sociologos. Dans cette vidéo, nous allons parler de la prison. Dans une perspective sociologique, nous allons essayer de comprendre ce que représente la prison et de manière plus large le système carcéral dans notre société. Comment la prison a été institutionnalisée, comment elle a été pensée, par qui, pour qui et pourquoi. On va se demander également quelles sont les limites que présente le système carcéral actuel et on va finalement se poser la question de est-ce que c'est le seul modèle possible ? Pour ce faire, dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu la prison dans sa dimension culturelle et sociale avant de vous en expliquer les limites. Et puis dans une troisième partie, on va se demander quelles sont les alternatives au système carcéral tel qu'on connaît. Alors, pour commencer, je vais donc vous présenter la dimension culturelle et sociale de la prison. Alors déjà dans cette vidéo, je vais parler de la prison et de manière plus large du système carcéral, c'est-à-dire de quand on porte plainte jusqu'à l'emprisonnement et la réinsertion en passant par le tribunal, etc. Donc on ne parle pas seulement de l'emprisonnement, mais de tout le système qui va autour de la prison et qui s'organise pour pénaliser les crimes. Ce qu'on appelle donc la justice pénale. Alors, si on va un peu du côté de la sociologie, ce que nous disent les sociologues qui ont réfléchi à la question, c'est déjà que la prison, c'est une institution récente. La prison a été institutionnalisée entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Michel Foucault nous explique que la prison est une proposition humaniste par opposition à la peine de mort et à la torture qui étaient alors en vigueur pour punir les crimes. En fait, la prison, elle repose sur l'idée qu'il faut croire au changement et à la possibilité d'une réinsertion après avoir été puni pour un crime. Donc voilà pour très rapidement l'histoire de la prison et du système carcéral. Mais la deuxième question qu'on va se poser, c'est mais en fait, à quoi ça sert la prison ? Le système carcéral, dans sa globalité, sert, selon Michel Foucault, à deux choses. Alors, Michel Foucault a écrit un livre qui s'appelle « Surveiller et punir ». Et comme son nom l'indique, selon Michel Foucault, il y a deux dimensions utilitaires à la prison. La première, ça va être de surveiller les individus, donc des individus qui pourraient nuire à la société, en fait des individus qui pourraient passer à l'acte criminel. Et la deuxième dimension qu'il met en lumière, c'est celle de punir le crime et donc de punir les criminels. Michel Foucault nous décrit surtout la prison et le système carcéral en tant qu'institution. En fait, en sciences sociales, on estime qu'une institution relève d'un état et donc qu'elle relève également d'une idéologie. Et donc Michel Foucault va nous expliquer que si la prison est montrée comme une manière de protéger la société, c'est avant tout une institution qui permet de protéger l'État. Et pour protéger l'État, la prison en fait met en avant la discipline. Selon lui, la discipline, c'est en fait le contrôle des corps. Et donc, dans Surveiller et punir, il explique que la prison permet d'avoir un contrôle un peu particulier des corps. Il va d'abord y avoir le contrôle dans l'espace. Donc le contrôle des corps dans l'espace, c'est-à-dire grâce à l'emprisonnement, la restriction des libertés de mouvement, même avec les assignations à résidence, les bracelets électroniques, ce genre de choses. Mais il va aussi nous dire qu'il y a un contrôle des corps dans le temps. En fait, selon lui, le système carcéral va impacter les gens bien au-delà de la simple détention de la personne emprisonnée, puisque ça va impacter déjà le détenu dans le temps long, c'est-à-dire que bien après sa réinsertion, il va éprouver donc déjà des difficultés à sortir de prison, à se réinsérer dans la société. Peut-être cette personne, ce détenu, va vivre avec des traumatismes qui vont l'accompagner pour le reste de sa vie. On sait également, il y a de très nombreuses études qui ont prouvé que les personnes qui ont été emprisonnées ont plus de chances de repasser à l'acte par la suite. Voilà, il y a un taux de récidive plus élevé chez les gens qui sont passés par la case prison. Et Michel Foucault va aussi nous dire que ça marque plus largement la société avec en fait, l'idée d'un exemple, puisque si on a une personne que l'on connaît dans notre entourage qui est passée par la case prison, eh bien on va avoir peur de se retrouver dans la même situation et donc s'auto-contrôler. Ça me fait penser à l'ouvrage Pour elles toutes, dans lequel Gwenola Ricordo met en avant le fait que la prison ne touche pas seulement les détenus, mais également tout l'entourage, c'est-à-dire les proches de prisonniers, les proches de détenus, et notamment les femmes qui sont proportionnellement moins emprisonnées que les hommes, notamment en France, parce qu'elles se retrouvent en fait avec toute la charge du foyer, du lien social à maintenir, mais aussi de la charge économique d'avoir une personne qui est en prison, qui n'apporte plus rien financièrement à l'équilibre familial, etc. Donc voilà, ça impacte au final une population beaucoup plus large que la seule population des détenus. Et selon Michel Foucault, si on combine en fait ce contrôle des corps dans l'espace et ce contrôle des corps dans le temps, eh bien on arrive à en fait une masse de corps dociles qui ont été disciplinés par l'État. Et donc selon lui, la prison et le système carcéral, quand elles présentent des déséquilibres, permet aux États de gouverner sans opposition.
C'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui dans de très nombreux pays dans le monde et même au final, dans nos démocraties occidentales, eh bien, il y a des limites que je vais vous exposer tout de suite. Donc, je vais vous présenter les limites du système carcéral. La première limite que je vais vous mettre en avant, c'est celle qui est défendue par de très nombreux sociologues, c'est l'idée que la définition du crime est une définition mouvante. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, le mot crime, c'est un peu comme le mot terrorisme. C'est des mots qui font peur, mais on ne sait pas vraiment quelle réalité ils englobent. Et surtout, ils ne veulent pas dire la même chose en fonction des États, des peuples, des époques, etc. Par exemple, quand nous, en tant que Français, on va nous parler de terroristes, on va tout de suite penser au djihadisme, alors que en Turquie, le mot terroriste est utilisé pour désigner les séparatistes kurdes, par exemple. Donc voilà, le mot terrorisme recouvre des réalités assez différentes et le mot crime encore plus. En fait, le problème central du questionnement sur ce qu'est la prison et ce qu'est le système carcéral, c'est qu'est-ce que le crime? Donc actuellement, le crime dans notre société française, à l'heure où je parle en 2021, les crimes auxquels on va penser le plus facilement, ça va être par exemple le vol, le meurtre, la pédocriminalité, voilà, ce genre de choses. Mais dans d'autres États et dans d'autres époques, les crimes, ça a aussi été, ou c'est également, d'être homosexuel, d'avorter, d'être un opposant politique, voilà, ce genre de choses, ça existe aussi et c'est reconnu en tant que crime. Donc vous l'aurez compris, le premier point, c'est l'idée que comme le crime a une définition mouvante, eh bien c'est pas forcément si évident de condamner des gens à être enfermés pour un crime qu'ils ont commis. Le deuxième point qu'on pourrait aborder dans les limites du système carcéral, c'est l'idée qu'on n'est pas forcément tous égaux face à la loi. Alors attention, là je vais un peu ébranler les grandes idées républicaines universalistes, mais le grand principe républicain qui veut que chaque homme et chaque femme soient égales face à la loi, eh bien dans les faits n'est pas vraiment là. En fait, on a du coup une notion de crime qui est fixée dans la loi, dans le code pénal, mais on a aussi la question de l'adaptation de la notion de crime à l'acte qui a été commis. C'est là d'ailleurs tout le rôle du juge, c'est-à-dire de réussir à appliquer la loi en fonction du contexte dans lequel a été commis le crime. Par exemple, tuer un homme est interdit par la loi. Si je tue un militaire, je vais avoir une peine qui va être alourdie puisque je tue quelqu'un qui représente l'État. Par contre, si je tue un nazi à l'époque ou un djihadiste aujourd'hui, eh bien je vais être perçue comme une héroïne et je vais sûrement ne pas être condamnée de la même manière. Donc c'est ça que j'entends par adaptation de la peine. Évidemment, là je prends un exemple un petit peu grossier. Adapter la peine au contexte, c'est évidemment essentiel et c'est une grande force de notre système judiciaire actuel. Pour autant, le grand problème qu'il y a quand on veut condamner une personne, c'est qu'il y a non seulement le contexte immédiat du crime, mais également un contexte social, je dirais même socio-économique à prendre en compte, en plus de tous les présupposés qui peuvent entourer l'identité de la personne qui a commis le crime. Par exemple, dans notre société actuelle, la consommation et la détention de drogue est interdite et criminalisée, c'est-à-dire qu'elle est considérée comme un crime. Pour autant, si j'ai des personnes qui, dans la même situation, ont été prises en flagrante détention ou consommation de drogue, mais que ces deux personnes sont d'un côté une femme d'une cinquantaine d'années, blanche, qui vit dans le 16e arrondissement de Paris, versus un jeune de banlieue noir ou maghrébin, eh bien, souvent, il y en a un des deux qui va être condamné beaucoup plus facilement que l'autre. Pourquoi? Parce que tout simplement, toute la chaîne qui mène au placement en détention, eh bien, est constituée d'êtres humains, hein, tout simplement, qui ont un pouvoir sur cette décision et qui ont des présupposés sur les personnes qu'elles vont s'apprêter à condamner. Donc souvent, la femme blanche ira peut-être jusqu'au commissariat quand le jeune de banlieue pourra aller jusqu'en prison. Et là, on a donc le fait qu'on n'est pas égal face à la loi. Ensuite, le troisième point que je voudrais aborder dans les limites du système carcéral, c'est le constat qu'il y a une population carcérale qui est finalement très peu hétérogène. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Les études démographiques de la population carcérale le montrent sans équivoque. La population carcérale, à l'échelle internationale, par ailleurs, c'est pas seulement une exception française, sont constituées majoritairement d'hommes et d'hommes issus de minorités, que ce soit des minorités raciales, sexuelles, etc. Donc le point commun à travers le monde, c'est qu'on a des hommes qui sont, on va dire, subalternes, comme on pourrait le dire en sociologie, qui se retrouvent en prison. Ainsi, aux États-Unis, on va avoir des hommes noirs et latinos qui sont largement surreprésentés dans la population carcérale. Comme en France, on va avoir essentiellement des personnes issues de l'immigration. Tout comme au Maghreb, on va avoir beaucoup de personnes LGBT+. Et au Canada ou en Australie, on va avoir beaucoup de personnes qui sont issues des natifs amérindiens, enfin des natifs, des indigènes. Tout ça, ça pose question et en fait, ça s'inscrit dans l'idée que finalement, le système carcéral est
reproduit et il reste à s'appuyer sur des rapports de domination existants. En fait, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Quand on voit qu'il y a une minorité de la population qui est surreprésentée dans la population carcérale, est-ce que c'est parce que ces personnes-là sont plus à même de commettre un crime? Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait pour qu'elles ne commettent pas autant de crimes? Ou alors, est-ce qu'on définit le crime pour que ces personnes se retrouvent à les commettre plus facilement? Il y a toute une lignée de sociologues qui ont contribué à l'idée qu'il y a une criminalisation des minorités. Et ça dépend évidemment des contextes, etc. Mais comme la prison est une institution qui relève de l'idéologie de l'État, eh bien l'État va chercher, en définissant le crime, à criminaliser davantage les minorités qui pourraient remettre en cause la sécurité de l'État. Alors, il y a évidemment beaucoup d'autres problèmes avec le système carcéral que je pourrais mettre en avant. Je pense que du point de vue sociologique, c'est peut-être les plus intéressants. Mais on pourrait évidemment parler de la surpopulation carcérale, qui montre bien qu'au final, on ne résout pas le problème. Parce que si on a de plus en plus de monde en prison, c'est que la prison n'est pas la solution au problème de pourquoi est-ce que les gens commettent des crimes. Mais il y a également les problèmes, par exemple, sur l'accès à la santé, notamment pour les femmes détenues, puisque c'est des personnes qui se retrouvent en fait exclues aussi de tout le système de santé, de protection auquel tout être humain est censé avoir droit dans une démocratie. Il y a également la question du travail en prison, c'est quelque chose qui est présent un petit peu en France, beaucoup plus aux États-Unis, où en fait les prisonniers participent à la production d'objets qui vont être vendus, etc., mais représentent une main-d'œuvre qui est un peu du pain béni, puisque c'est une main-d'œuvre qui n'a pas de salaire, donc seulement une espèce d'indemnité, qui ne respecte pas du tout l'idée du minimum horaire pour un travail, plus des gens qui ne sont pas syndiqués, qui n'ont pas accès au chômage, à la protection sociale, etc. Donc voilà, il y a encore plein d'autres problèmes, mais ça pourrait faire l'objet d'autres vidéos. Du coup, on va passer à la troisième partie de cette vidéo, qui est, face à tous ces problèmes, que faire? Quelles sont les alternatives possibles au système carcéral tel qu'on connaît aujourd'hui? Alors, tous les arguments que j'ai mis en avant jusqu'ici se retrouvent dans la rhétorique des défenseurs de l'abolitionnisme. Alors, je sais que ça peut faire peur un petit peu le mot abolitionnisme. Le fait d'avoir une posture abolitionniste face à la prison, c'est le fait de penser tout simplement qu'on pourrait vivre dans un monde sans prison. Alors, c'est un peu surprenant quand on entend comme ça et on a tendance à être un peu sur la défensive en mode « mais ça veut dire que des criminels vont courir les rues, etc. » Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. La posture abolitionniste, en fait, la plupart du temps, en tout cas, n'est pas dans l'idée qu'il faut là, maintenant, tout de suite, arrêter totalement d'utiliser les prisons, mais plutôt défend l'idée qu'on pourrait faire mieux si on faisait différemment. En gros, ce serait l'idée d'une transition vers un autre système judiciaire pour en fait passer d'une justice pénale à une justice sociale. Je m'explique. La posture abolitionniste, c'est l'idée qu'il faut reconnaître et traiter les crimes en tant que crimes structurels et non pas en tant que crimes individuels. Si on prend l'exemple des violences faites aux femmes, c'est l'idée qu'il ne sert à rien de condamner un violeur, puis un autre violeur, puis un autre violeur quand ils sont condamnés. Bref, mais qu'il faut plutôt lutter avec tous les moyens possibles au niveau de l'éducation, des institutions, etc. contre la culture du viol. Pour les abolitionnistes, en fait, l'idée de condamner les criminels, c'est vraiment pour elles et eux une posture à court terme, alors que l'idée de vouloir lutter contre la dimension structurelle du crime a des impacts beaucoup plus qui vont prendre plus de temps à mettre en place, mais qui auront des impacts beaucoup plus profonds et qui engageront un vrai changement dans notre société. En fait, soit on condamne certains violeurs en se disant que, pour l'exemple, les autres vont être impressionnés et ne vont pas le refaire, versus une posture où on se dit qu'on va lutter contre la culture du viol qui produit les violeurs. Et qu'en fait, si on arrête de produire les violeurs, eh bien on arrêtera de mettre des violeurs en prison puisqu'il n'y en aura plus. En fait, de manière générale, l'abolitionnisme se fonde sur l'idée que tout recours à la justice pénale doit être perçu comme un échec du collectif, un échec en fait, de la société et donc un échec de l'État à protéger la société des crimes. Voilà, donc bref, il y a beaucoup d'argumentaires différents au sein même de cette perspective abolitionniste. Je voudrais vous présenter un petit peu plus en détail aujourd'hui la perspective afroféministe et un petit peu les origines de la posture abolitionniste. Pour ce faire, je vais devoir convoquer une intellectuelle qui est un peu une figure phare de la posture abolitionniste, la personne de Angela Davis. Alors, Angela Davis, c'est une intellectuelle et militante afroféministe américaine qui a donc écrit un livre majeur qui donne d'ailleurs le nom à cette vidéo, c'est La prison est-elle obsolète? Angela Davis, elle s'est développée politiquement, on va dire, avec le Civil Rights Movement aux États-Unis dans les années 70,
qui est donc pour une plus grande indépendance et justice envers les personnes noires. Elle a d'ailleurs elle-même été condamnée à mort en 1971 avant d'être innocentée. Et ses combats premiers contre la prison s'inscrivent dans un contexte un peu particulier où on a les premières grandes révoltes de prisonniers aux États-Unis, donc à la prison d'Attica en 1971 par exemple. En fait, tout ce mouvement qu'elle incarne s'est forgé au moment de constater qu'il y a vraiment une surreprésentation des Noirs, et notamment des hommes noirs en prison, et que c'est pas normal, il y a quelque chose qui cloche. En fait, selon Angela Davis, le système carcéral en tant qu'institution, il entretient des rapports sociaux de pouvoir, des rapports sociaux de domination. Donc des blancs sur les noirs, des hommes sur les femmes, aussi des hétérosexuels sur les homosexuels, etc. Et elle s'appuie notamment dans son cas sur le fait que les hommes et les femmes noires sont particulièrement exposés à l'emprisonnement et qu'il y a même selon elle une volonté de l'État d'emprisonner les hommes noirs pour les empêcher de se former en tant que groupe politique, en fait d'exister en tant que groupe subversif face à l'État. En fait, il y a même eu toute une campagne officiellement de lutte contre la drogue qui a contribué largement à l'emprisonnement de très nombreuses personnes noires qui souvent en plus étaient innocents. Je vous conseille d'ailleurs à ce sujet un documentaire Netflix que je vous mets en barre d'infos. Mais voilà un petit peu le contexte dans lequel ça s'inscrit. D'ailleurs, Angela Davis va même faire un parallèle qui est assez intéressant et elle va convoquer Foucault, qu'on avait évoqué tout à l'heure, puisqu'elle va nous dire qu'en fait les hommes qui sont considérés comme déviants, donc les hommes noirs à ce moment-là, les hommes qui sont considérés comme déviants vont être construits comme des criminels, tout comme les femmes déviantes, il y a quelques siècles, ont été construites comme hystériques, comme folles, voire même encore par le passé comme sorcières. Et tout ça, c'est pour en fait accroître le contrôle de l'État sur des corps et des individus qui sont considérés comme déviants, comme marginaux, qui pourraient menacer l'intégrité de l'État. Donc en fait, c'est pour ça que selon elle, c'est essentiel d'avoir une perspective féministe et antiraciste sur le système carcéral. Pour en revenir au niveau plus général, Angela Davis va tout simplement nous dire qu'il faut remettre en cause le système carcéral à partir du moment où on a une accumulation du nombre de détenus aux États-Unis et notamment du nombre de détenus qui sont condamnés à des peines à perpétuité. Là, elle met en avant le fait que la population nord-américaine représente 5% de la population mondiale et que pourtant, un prisonnier sur 4 dans le monde est en prison aux États-Unis. Donc on a 25% de la population carcérale aux États-Unis, ce qui pour elle est un signe de l'échec total du système carcéral américain à résoudre en fait la question du crime. En fait, ce que défend Angela Davis, c'est que le système carcéral tel qu'il existe aujourd'hui nous décharge en tant que société de la responsabilité à nous engager sérieusement à résoudre les problèmes de nos sociétés qui mènent ensuite au passage à l'acte et au crime. Donc pour elle, on devrait lutter avec autant de vigueur contre la peine capitale que contre les peines d'emprisonnement à perpétuité, car pour elle, en fait, c'est la même chose avec différents noms. Toute la posture abolitionniste, au-delà d'Angela Davis, repose sur vraiment l'idée que la prison n'est pas une solution au fait de réduire le nombre de crimes, mais qu'il faudrait plutôt mettre en place un continuum de solutions pour empêcher d'en arriver en fait au stade de l'emprisonnement. Et donc si on suit leur logique et qu'on remplaçait au fur et à mesure la justice pénale par une justice sociale, on réduirait le nombre de personnes en prison et on arriverait à une société moins criminelle. Donc voilà pour le moment, c'est un sujet extrêmement large sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. J'espère que cette vidéo vous aura un peu permis déjà de remettre en question l'existence de la prison en tant que système qui nous permet de lutter contre les crimes et de voir un petit peu les différentes postures sociologiques qu'il y a face au système carcéral. Voilà, pour l'heure, je m'arrête ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne, à partager sur vos réseaux, à faire vivre Sociologos. Et puis, je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo.